Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide suivante, les formations de la Gazette des communes, ce sont des formats en inter, en intra, en classe virtuelle, en e-learning sur une dizaine de thématiques propres aux collectivités locales et à ses acteurs. Et sachez que toutes nos formations sont agréées pour les élus locaux par le ministère. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la loi sécurité globale qui est parue au journal officiel du 26 mai dernier. Et pour mieux répondre aux besoins de sécurité locale, de nombreuses dispositions concernent les polices municipales. Et c'est donc ce matin avec maître Thomas Chevandier, qui est avocat associé Bonjour. au cabinet Seban et Associés, premier cabinet d'avocats s'adressant à l'ensemble des acteurs publics et de l'économie sociale et solidaire, que nous allons parler de cette loi. Et il est en outre conseiller de Paris et conseiller d'arrondissement délégué au maire du 20e en charge de l'habitat et de la relation avec les bailleurs. Et il anime à nos côtés la formation Sécurité globale dont la prochaine session aura lieu le 21 octobre en classe virtuelle pour le coup, mais il y a d'autres dates d'ici la fin de l'année en présentiel également. Donc vous pouvez poser vos questions tout au long de son intervention grâce au petit module questions que vous devez avoir en haut à droite de votre écran et je lui relayerai en fin de webinaire afin qu'il puisse vous répondre. Voilà, je cède donc la parole à Maître Chevandier. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette introduction et cette présentation. Alors, j'interviens aujourd'hui en qualité d'avocat collaborateur et non pas associé au sein du cabinet Seban et Associés, comme vous l'avez indiqué. On travaille, comme un certain nombre d'entre vous le savent déjà, avec beaucoup de collectivités et d'établissements publics notamment. Et on travaille assez régulièrement, à la fois en conseil et en contentieux, sur les questions de police administrative, sur les questions de légalité des arrêtés de police municipale notamment, ce qui fait qu'on était évidemment particulièrement intéressé par la loi sécurité globale et qu'on peut aussi prétendre avoir un certain recul qui nous permet une mise en perspective de cette loi et de certaines de ces dynamiques. Alors, pour commencer, je vais faire un point rapide sur les fondements de la loi. Quelles sont les raisons avancées par le législateur ou avancées notamment par la Cour des comptes qui ont on va dire, présidé à la prise d'un certain nombre de dispositions qui seront détaillées juste après. Il nous semble intéressant de commencer par là parce qu'elles permettent justement une mise en perspective, mais aussi parfois dans le silence de certaines dispositions ou dans certaines ambiguïtés qu'elles peuvent avoir, le juge administratif va se reporter à ses fondements et notamment à l'intention du législateur pour orienter ses jurisprudences et donc préciser le sens des dispositions qui pourraient être incomplètes. Alors, nous, on a identifié deux textes principaux qui servent qu'on peut considérer comme étant à l'origine de ce texte. Le premier, évidemment, et qui est le texte le plus politique, c'est le rapport parlementaire de Madame Thourot et de Monsieur Fauvert, donc intitulé d'un continuum de sécurité vers une sécurité globale. Donc, on voit en plus un continuum dans les intitulés du rapport jusqu'à la loi. Et on a identifié une citation importante puisqu'ils disent qu'ils considèrent que le niveau pertinent de coordination et d'articulation entre les forces de sécurité de l'État et les personnels des polices municipales doit être le bassin de vie. Le bassin de vie, on parle de bassin de vie, on parle même pas, on renvoie même pas à une identification institutionnelle, on parle même pas de PCI, on parle de bassin de vie. C'est intéressant pour la suite. Et je continue. Or, le ressort des polices municipales est par nature celui de la commune. Pour être pleinement efficace, le périmètre devrait dépasser ce cadre
et embrasser celui des EPCI qui correspond davantage à l'objectif cible. Et donc, là, l'intention du législateur, elle apparaît très clairement de dépassement du cadre strictement municipal des polices municipales. Le deuxième fondement de cette loi, c'est deux rapports de la Cour des comptes. Un premier qui date de 2011 sur l'organisation et la gestion des forces de sécurité publique, qui faisait état notamment d'une carence de l'action régulatrice de l'État. Et plus récemment, en 2020, un rapport sur les polices municipales, voilà, purement sur les polices municipales, où la Cour constate notamment que le déploiement des forces de police peut être freiné par les réticences des maires à mutualiser cet instrument essentiel et que la marque d'une autorité de police est la leur aux maires et que à ce titre-là, ils ont des difficultés à la déléguer. Enfin, et c'est important, la Cour insiste sur la nécessité de l'évaluation et du contrôle des services de police municipale. Alors, vraiment, à la fois le rapport, à la fois la Cour des comptes, finalement, nous indique les deux grands mouvements. Alors, il y a trois axes, mais il y a deux grands mouvements de cette loi. Le premier, c'est ce qu'on considère comme étant une démunicipalisation relative, mais existante quand même, des services des polices administratives, donc, des compétences, de certaines compétences, mais aussi évidemment des services. Et à côté de ça, et ça c'est plutôt la conséquence du rapport de la Cour des comptes, il y a dans cette loi un certain nombre de dispositions plus techniques qui permettent de sécuriser juridiquement la mise en œuvre des pouvoirs de police municipale pour les autorités chargées de leur mise en œuvre. Donc, ce seront les deux principales parties de ma présentation, avec à la fin un bref retour sur les dispositions qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Alors, d'abord, s'agissant des dispositions favorisant une démunicipalisation relative des polices administratives. Premièrement, il s'agit d'un mouvement de fond, c'est-à-dire que ça n'est pas la première disposition allant dans ce sens-là. Je pense que vous constatez aussi dans votre pratique quotidienne. Il y a d'abord une mutualisation possible d'un certain nombre de compétences où les présidents des EPCI à fiscalité propre peuvent disposer de compétences de police municipale dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine de la collecte des ordures ménagères, dans le domaine de la gestion et la répartition des aires d'accueil, donc qui ne sont pas des petites polices administratives, des petites polices municipales. C'est des sujets importants pour lesquels il y avait déjà des possibilités de mutualisation qui sont assez largement mises en œuvre et assez largement transférées au niveau du bloc intercommunal. Et il y avait déjà la possibilité plus récente de mutualisation de moyens et de services de police municipale, puisque depuis la loi de 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, il est possible de confier au président de l'EPCI un pouvoir d'initiative partagé sur le recrutement des agents de police municipale dès lors que le nombre d'habitants de l'EPCI ne dépasse pas 80 000 habitants. Le sens de cette mesure était évidemment de faciliter la mise en commun de ces moyens-là pour des EPCI rassemblant des petites communes qui, sans cette possibilité-là, auraient eu des difficultés techniques, financières à créer des services de cette nature. Bon, donc c'est un mouvement de fond qui est aujourd'hui accompagné par trois mesures qui sont dans cette loi. La première, c'est qu'on renforce la facilitation
de la mutualisation des services de police administratifs, donc, dont je parlais à l'instant sur le plafond des 80 000. Ce plafond de 80 000 habitants pour permettre de mutualiser des moyens et services de police municipale, ce plafond n'existe plus. Et donc, ça veut bien dire que là où, à la base, l'objectif de cette disposition de mutualisation était de permettre à des petites collectivités qui n'auraient pas les moyens de mutualiser et de créer par conséquent un service de police municipale, désormais, à partir du moment où on enlève ce plafond-là, on considère que la mutualisation des services de police municipale peut concerner toutes les collectivités, toutes les communes, pardon, et tous les EPCI, y compris des grandes collectivités. Donc, ça veut dire que la mutualisation ne sert plus, par principe, à accompagner des collectivités qui, sans cette mutualisation, n'auraient pas pu créer ce type de service. Donc, la suppression de ce plafond, elle est importante en ce sens-là. Et par ailleurs, la possibilité de mutualiser les services maintenant n'appartient plus uniquement à des EPCI, mais on peut autoriser la mutualisation de services pour des groupements de communes qui n'appartiennent pas au même EPCI. Donc, non seulement on supprime ce plafond des 80 000, mais en plus, on sort du cadre, on offre la possibilité aux communes de sortir du cadre de l'EPCI, ce qui est là une grande souplesse qui est apportée au dispositif. Enfin, on permet aux communes qui le souhaitent de se retirer de ces conventions sans effet sur l'application de la convention globale. Donc, ça permet aussi, finalement, c'est une souplesse supplémentaire de permettre à une collectivité de rentrer, puis derrière de sortir de ce dispositif. Et donc, le législateur considère que par ces mesures-là, la mutualisation des services de police municipale sera certainement beaucoup plus importante. Ça, c'est une extension de l'existant. À côté de ça, il y a les nouveaux syndicats intercommunaux en matière de police. Alors, on est là aujourd'hui encore dans le flou parce qu'on n'a pas plus d'informations que celles qui sont inscrites dans la loi et donc codifiées à l'article L512-1-2 du Code de la sécurité intérieure. Celui-ci offre la possibilité aux communes, dès lors qu'elles sont limitrophes ou appartiennent à une même agglomération au sein d'un même département ou d'un même EPCI, de former un syndicat de communes qui permettra de recruter des agents qui derrière seront compétents sur le territoire du syndicat. Ce sont derrière les statuts des syndicats qui fixeront les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et des équipements. Donc, on renvoie au statut, donc on laisse là une certaine marge de manœuvre aux futurs syndicats intercommunaux, sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les décrets en Conseil d'État qui doivent permettre de préciser malgré tout, d'offrir un cadre plus précis que celui de la loi qui est relativement limité. Dernier point qui reste important, c'est que malgré la création de ces syndicats intercommunaux, les maires conserveront un certain contrôle puisqu'ils conserveront l'autorité exercée sur les agents dès lors qu'ils interviendront sur le territoire de leur commune. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les autorisations de port d'armes, les demandes de port d'armes des agents devront nécessairement passer par l'autorisation de l'ensemble des maires des communes concernées. Donc, si un maire refuse, il aura en quelque sorte un droit de veto. Donc, les maires dans ces futurs syndicats intercommunaux garderont un certain nombre de compétences et de contrôles. Mais aujourd'hui, on reste encore dans un flou relatif
puisque les décrets ne sont pas encore publiés. Troisième sujet sur, on va dire, cette grande tendance à la démunicipalisation des polices administratives, c'est la possibilité qui est déjà existante de mise en commun des moyens de police en situation exceptionnelle. Donc, je rappelle, aujourd'hui, il est possible de mettre en commun les services de police dans 3 cas limitativement énumérés, qui sont des manifestations exceptionnelles, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, à l'occasion d'un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle. Désormais, il est possible de… et encore aujourd'hui, les conditions de mise en œuvre de ces dispositions sont les suivantes, c'est-à-dire que les communes sont autorisées à mutualiser leurs moyens dans ces 3 cas-là. Elles sont autorisées après autorisation du préfet au moyen d'un arrêté. Donc, c'est-à-dire que c'est bien cadré juridiquement, puisque c'est le préfet qui doit autoriser par arrêté, et donc motivé, qui pose aussi un certain nombre de limites dans le temps. Enfin, bon, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ça les conditions de la mise en œuvre de la mutualisation. Désormais, à la suite de la loi sécurité globale, on ajoute un cas un cas supplémentaire de mise en commun de ces moyens en cas de catastrophe naturelle ou technologique. Donc, après, ce sera la jurisprudence qui permettra de préciser ce qu'elle entend par catastrophe naturelle ou technologique, mais en tout cas, ça étend le champ de ces mesures, d'une part. Et d'autre part, et c'est ça ce qui nous semble peut-être avoir le plus d'effet, c'est que il va être possible de permettre aux communes qui le souhaitent de conclure au préalable une convention cadre avec l'État qui permettra d'éviter, qui permettra de ne pas avoir besoin de l'arrêté préfectoral préalable à la mise en commun des moyens. Et donc, l'objectif, c'est de permettre une plus grande réactivité, puisque évidemment, puisqu'il s'agit là de répondre à des situations exceptionnelles, souvent, les situations exceptionnelles, elles ne préviennent pas. Et donc, quand on est face à une situation exceptionnelle, il faut solliciter le préfet, lequel préfet prend l'arrêté, ça prend du temps. Et donc, le législateur a considéré qu'il fallait offrir la possibilité de faire sauter cette condition préalable. Mais évidemment, dans ce cas-là, il y aura des conventions dans lesquelles les représentants de l'État dans le département auront la possibilité de poser un cadre qu'avant, ils posaient dans l'arrêté. Donc là, j'ai présenté les principales dispositions qui s'intègrent dans une dynamique de démunicipalisation des forces et des compétences, mais surtout des forces et des services de police municipale, qui est vraiment cette démunicipalisation qui est assumée par le législateur, ça a été rappelé au début, par la Cour des comptes. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte comme un mouvement de fond qui ne va pas forcément s'arrêter là. Et pour faire un bref parallèle, mais sans m'étendre là-dessus parce que je m'éloigne un peu du sujet de la discussion d'aujourd'hui, nous, on remarque, on l'a remarqué dans la mise en œuvre de la police spéciale en cas de mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire. On le remarque aussi quand il y a la mise en œuvre par l'État de police spéciale de l'environnement. On pense aux antennes relais, on pense à la question du glyphosate. Quand il y a des frottements, des chevauchements entre la police générale du maire et la police spéciale de l'État,
le Conseil d'État, la jurisprudence administrative, tranche de plus en plus systématiquement en faveur de la police spéciale de l'État et donc annule quasiment systématiquement, dans ces cas-là, des arrêtés qui avaient été pris par les maires au titre de leur pouvoir de police administrative générale. Et donc, nous, on considère, par la masse de contentieux qu'on peut avoir sur ces sujets-là, qu'il y a là aussi un rétrécissement des pouvoirs de police du maire. C'est-à-dire que toutes les jurisprudences qu'il y a eu, par exemple sur le glyphosate, il y a quelques qui étaient prises par les maires au titre de leur pouvoir de police administrative générale. Il y a quelques années, si on l'intégrait dans la jurisprudence du Conseil d'État, on considère qu'elle n'aurait pas forcément été annulée systématiquement par les juridictions administratives. Aujourd'hui, elles le sont et il nous semble que ça participe aussi de ce mouvement général d'encadrement, de démunicipalisation des polices municipales, que quand il y a un chevauchement, une concurrence de police entre police municipale et police spéciale de l'État, les juridictions administratives, quasiment systématiquement, aujourd'hui, tranchent en faveur d'une compétence exclusive de la police de l'État. Voilà ce que je pouvais dire sur cette première partie et je vais tout de suite passer à la question des dispositions plus techniques présentes dans cette loi de sécurité globale qui sont identifiées comme étant, alors qu'on met moins en perspective d'un grand mouvement général, mais qui, pour vous, dans votre pratique quotidienne, sont essentiels et qui, là, ont principalement pour fondement le rapport de la Cour des comptes qui a pointé un certain nombre de manquements pour lesquels il y avait besoin de donner une assise légale plus forte à l'action des polices municipales. Et donc, on a identifié 5 grands blocs. Le premier, qui est peut-être le plus symptomatique, est celui des brigades cynophiles de police municipale, qui ne faisaient l'objet d'aucune disposition législative, alors que la Cour des comptes a recensé 178 brigades cynophiles. Et donc là, il s'agit d'offrir un cadre légal d'intervention pour les brigades cynophiles. Il est inscrit au Code de la sécurité intérieure à l'article L 511-5-2. Et ces brigades peuvent être créées sur décision du maire après délibération du conseil municipal. S'agissant des brigades créées au niveau de l'EPCI, elles sont faites sur décision conjointe du président de l'EPCI et de l'ensemble des maires des communes concernées. Donc là, on a un cadre qui est beaucoup plus clair, qui permettra de sécuriser ces brigades. Deuxième point, sur la question de l'obligation de diagnostic préalable à la signature des conventions de coordination. Donc, les conventions de coordination entre les communes et l'État, là aussi, la Cour des comptes a constaté que souvent, c'était des conventions types qui sont proposées notamment par les associations de collectivités et que du coup, on perdait un peu le sens initial de ces conventions qui était de permettre aux collectivités d'établir un diagnostic de la situation en termes notamment de besoins de sécurité, en termes de prévention, et comment est-ce que l'intervention d'une force de police municipale pouvait être complémentaire dans l'intervention des forces de police nationale. Et donc, il y a désormais un diagnostic préalable obligatoire à la signature de ces conventions de coordination qui permettra de faire justement ce travail-là que ne faisaient pas ou pas assez les collectivités.
Ça, c'est donc la deuxième type de mesure de sécurité juridique. Maintenant, une troisième, alors encore une fois, vous voyez, c'est pas là, on est vraiment dans une sorte de melting pot, hein, il n'y a pas une grande cohérence entre l'ensemble de ces mesures, on est vraiment dans de la sécurisation juridique de choses qui existaient déjà. Là, c'est la possibilité offerte aux agents de police municipale d'arrêter les voitures béliers. Donc, c'est une possibilité qui avait déjà été offerte aux agents de police municipale notamment, et qui fait suite aux attentats de 2015 et 2016, et notamment à l'attentat de Nice, qui permet aux agents de police municipale d'intervenir avant que l'attentat ou les actes en question aient été perpétrés, mais après sommation, voire lorsque le comportement d'un occupant de véhicule est de nature à mettre en danger délibérément la vie d'autrui. Voilà, donc là, c'est dans la continuité des mesures, on va dire, de prévention à la suite de cet attentat de Nice et des attentats qu'il y a pu y avoir à la voiture bélier un peu ailleurs en Europe. Et donc, on offre la possibilité aux agents de police municipale d'intervenir de la même manière que les gendarmes, les agents de police nationale. Quatrième mesure, il y a une obligation renforcée de service au bénéfice de la commune ayant pris en charge la formation de l'agent. Alors ça, je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Le droit de la fonction publique est fait de telle manière que quand un agent a été formé par une collectivité, en cas de mutation avant 3 ans de service au sein de cette collectivité, le risque et le paiement de la formation, donc le risque pesait sur la collectivité. C'est-à-dire que quand un agent quittait sa collectivité avant les 3 ans de service obligatoire dans la collectivité qu'il a servi, c'était la collectivité qui l'avait embauché qui devait reverser le coût de la formation à la collectivité qui avait formé l'agent. Et donc, le législateur a considéré que ça favorisait des recrutements parfois un peu sauvages, un peu cavaliers, de communes qui avaient les moyens d'aller récupérer les agents formés dans d'autres collectivités. Et donc, là, s'agissant des agents de police municipale, on sort du droit générique, du droit ordinaire de la fonction publique où ces possibilités le risque en cas de recrutement avant les 3 ans pèse sur la collectivité. Désormais, le risque, il pèse sur l'agent. Donc, si un agent qui a été formé par une collectivité décide avant les 3 ans réglementaires d'aller dans une autre collectivité, c'est lui-même qui devra reverser à la commune les frais qui avaient été engagés pour financer sa formation. Et donc, évidemment, on considère que ça va limiter ces effets un peu mercato qui bénéficiaient aux communes qui pouvaient payer les coûts de la formation a posteriori, mais qui n'avaient pas elles-mêmes mis en œuvre de formation. Donc, ça devrait normalement sécuriser les communes qui prennent en charge la formation ou renforcer, inciter les communes qui ne font pas de formation à faire des formations parce qu'elles seront garanties de conserver pendant au moins 3 ans les agents qu'elles ont formés. Sachant que l'agent pourra être libéré de cette obligation de 3 ans exceptionnellement sur décision du maire ou pour motif impérieux.
Donc ça, c'était le quatrième point sur lequel je voulais revenir. Et le dernier point, sur lequel je vais passer très rapidement parce qu'il ne vous concerne pas, ou alors de manière très minoritaire, concernant le nouveau cadre pour la police municipale parisienne. Il y a la possibilité désormais de créer une force de police municipale à Paris, et l'article L333-4 du Code de la sécurité intérieure étend notamment les pouvoirs des policiers municipaux qui pourront constater par PV des contraventions aux arrêtés du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publique, en dehors de l'encadrement et de l'interdiction des manifestations sur la voie publique, qui celle-ci reste de la compétence exclusive du préfet de police. Donc, 5 mesures, 4 mesures plus une parisienne de, on va dire, sécurisation juridique de la mise en œuvre des pouvoirs de police municipale qui devrait avoir un impact vous concernant dans la pratique quotidienne. Enfin, et je vais arriver à la fin de ma demi-heure réglementaire d'intervention. Il faut que je fasse un point rapide sur la censure du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a été saisi de 22 articles. Il en a validé 15. Et donc, parmi ces 15, 4 ont fait l'objet de réserves d'interprétation. 11 ont été validés sans réserve d'interprétation, 4 ont été validés avec réserve d'interprétation et 7 ont été totalement censurés. Parmi eux, pour les dispositions qui concernent la police municipale, l'article 1, l'article 1er de la loi a été censuré, l'article 4 a fait l'objet de réserve d'interprétation. L'article 1er, c'est celui qui permettait à titre expérimental et pour une durée de 5 ans aux agents de police municipale d'exercer des attributions de police judiciaire en matière délictuelle. C'était notamment la possibilité de saisine de matériel, notamment de haut-parleurs quand ils sont disposés sur la voie publique sans autorisation préalable. Par exemple, il y avait la possibilité de saisine. La saisine est une attribution de police judiciaire et il y avait la possibilité pour les agents de police municipale de faire usage de ces attributions de police judiciaire. C'est censuré par le Conseil constitutionnel qui considère que c'est contraire à l'article 66 de la Constitution pour une raison simple, c'est que le Conseil constitutionnel a considéré que la loi n'avait pas assuré un contrôle direct et effectif des directeurs de police municipale par les procureurs, puisque ces derniers n'ont pas la possibilité, dans l'exercice de ces nouvelles compétences qui ont été censurées, le procureur n'avait pas la possibilité d'adresser des instructions aux directeurs de police municipale. Et donc, le Conseil constitutionnel a jugé que c'était contraire à l'article 66 de la Constitution qui porte sur le fait que l'autorité judiciaire est garante des libertés, qui est un article important de la Constitution. Et on voit bien qu'on était là dans une tension entre l'article 66 de la Constitution et l'article 72 qui porte sur la libre administration des collectivités territoriales. Bon. S'agissant de l'article 4, pour finir, il n'a pas été censuré, mais il a fait l'objet de réserves d'interprétation. L'article 4, il étend à l'ensemble des manifestations sportives, récréatives ou culturelles la possibilité pour les agents de police municipale de procéder à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à des palpations de sécurité.
Et donc, le Conseil constitutionnel a rappelé que la mise en œuvre de ces nouvelles prérogatives ne pouvait s'opérer qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination entre les personnes. Et donc, sous cette réserve-là, le Conseil constitutionnel a autorisé la mise en œuvre de cet article 4. Et donc, il faudra évidemment veiller à ce que ces possibilités, notamment de palpation, de fouille de bagages, se fassent vraiment à l'exclusion de tout critère discriminant. Et ça, évidemment, vous le savez déjà dans la mise en œuvre de vos pouvoirs de police municipale, mais c'est important aussi que le Conseil constitutionnel le rappelle. Voilà ce que je pouvais dire en une petite quarantaine de minutes sur les principales dispositions qui concernent les collectivités. Deux grands blocs. Ce qui nous semble être un mouvement de fond de démunicipalisation progressive des services de police municipale. Deuxièmement, une sécurisation juridique d'un certain nombre de moyens d'intervention des forces de police municipales. Le tout sous réserve, évidemment, de deux choses. De décrets d'application quand les articles de loi renvoient à la mise en œuvre de ces articles à des décrets d'application, je pense notamment aux syndicats intercommunaux de police, et évidemment à l'interprétation de certaines dispositions par le juge administratif, ce qui viendra progressivement dans les 2, 3, 4 prochaines années, à mesure que des contentieux remonteront dans la mise en œuvre des pouvoirs de police administrative, ce qui est inévitable, ce qui est un des grands objets de contentieux administratif. Voilà ce que je pouvais dire en espérant ne pas avoir été trop long et surtout avoir été suffisamment clair sur un ensemble de dispositions qui sont finalement assez techniques. Et maintenant, je suis à l'écoute des différentes questions. Merci beaucoup, Maître Chevandier. On a effectivement quelques questions. Une première question peut-être par rapport à la police de sécurité du quotidien qui a été lancée en grande pompe en 2018 et qui était une réforme phare du gouvernement qui évoquait au passage le rôle du maire et l'articulation avec les polices municipales. Est-ce que vous pensez que cette loi de sécurité globale vient remettre un petit peu en cause cette volonté, disons, d'il y a 3 ans maintenant? Alors, bon, c'est une question qui est peut-être de nature plus politique que juridique. Moi, j'y répondrais en disant que il y a ce constat d'une, on va dire, recentralisation, d'une volonté d'impliquer d'abord davantage le bloc intercommunal. Mais le bloc intercommunal, a priori, alors après, chacun l'interprète comme il le souhaite, mais ça reste un échelon de proximité. Donc, quand je parle de ce grand mouvement de démunicipalisation des pouvoirs de police municipale, ça ne veut pas dire que c'est un mouvement de nationalisation des pouvoirs de police municipale. Donc, il ne me semble pas que ces deux mouvements, ils sont complètement incohérents. Et par ailleurs, quand je parlais à la fin de mon intervention en grand 1 sur la question du chevauchement des pouvoirs de police, le chevauchement de ces pouvoirs de police ne se pose pas s'agissant des questions de sécurité, de maintien de l'ordre. C'est davantage sur des polices très techniques, des polices
liées à la salubrité, ce qu'on a vu pendant l'état d'urgence sanitaire, ou des polices de l'environnement. Et donc là non plus, c'est pas complètement contradictoire. Donc, je répondrais que ça me semble pas contradictoire, puisque c'est pas un mouvement de nationalisation, de renationalisation de la police, mais un mouvement plutôt d'intercommunalisation de la police. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie. J'ai une autre question. S'agissant alors des communes d'un même EPCI, mais sans continuité territoriale, peuvent-elles constituer un SIVU, donc un syndicat intercommunal à vocation unique? Alors, euh, alors attendez, le cadre, c'est que il y a une continuité territoriale qui est nécessaire, mais en revanche, alors attendez, je vérifie, c'est au niveau de, j'ai juste besoin d'une toute petite seconde pour Je vous en prie. prendre des notes là-dessus. Euh, en revanche, il y a la possibilité que la mutualisation se fasse donc en dehors du cadre de l'EPCI, plusieurs communes qui ne font pas partie du même EPCI, voire même plusieurs communes qui ne font pas partie du même département, mais pour laquelle il y a la continuité territoriale. D'accord. Très bien. Et puis, bah, quand vous avez parlé des brigades cynophiles, on a eu pas mal de questions effectivement, et notamment des questions autour des brigades cynophiles déjà existantes. Qu'en est-il des villes qui ont déjà des brigades cynophiles existantes et doivent-elles délibérer? Euh, alors, oui, oui, elles doivent délibérer parce que euh, euh, pour une raison assez simple, déjà, euh, ça fait porter l'absence de délibération et donc de respect du nouveau cadre juridique fait porter un risque derrière sur la légalité des interventions. Et, euh, et par ailleurs, autant en l'absence de cadre juridique, euh, on, on, pouvait considérer que le juge pourrait ne pas se reporter, finalement avoir une certaine flexibilité concernant la mise en œuvre des moyens de police par le biais de brigades cynophiles. Maintenant qu'il y a un cadre juridique qui est précis, le juge s'y reportera, sachant que souvent, en cas de contentieux, le contentieux il porte pas sur l'exercice de ses missions in abstracto, il porte sur une action précise, qui est située dans le temps. Et donc, les contentieux qui adviendront aujourd'hui seront forcément des contentieux qui porteront sur des actions de brigade cynophile postérieures à l'entrée en vigueur de la loi. Et donc, nécessairement, le juge il ira vérifier si cette action-là repose sur le cadre juridique défini par la loi. Voilà. Très bien. Je prends effectivement une autre question. Quelle est la formation donnée aux policiers municipaux pour pouvoir intercepter un véhicule? Est-ce que vous en avez une idée? C'est peut-être pas Alors, très juridique comme question, mais non, mais euh, là, du coup, c'est là que les motivations du législateur nous permettent un peu de répondre.
l'intention du législateur pour cette, pour cette, pour cette disposition, c'est pas de créer une compétence supplémentaire pour les agents de police municipale. C'est de leur permettre d'être protégés si jamais, confrontés à une voiture bélier, ils font usage de leur arme de service, par exemple. Dans ce cas-là, ils pourront être protégés, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisque cette possibilité n'était offerte qu'aux agents de police nationale, aux gendarmes, aux militaires, etc. Donc, on ne crée pas une compétence supplémentaire. C'est surtout, on protège les agents. Donc, derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, sur les formations à l'usage et au maniement d'armes, mais celles-ci, elles sont déjà très précises, très rigoureuses, et donc c'est peut-être une incitation à plus de précision et de rigueur sur ce type de formation-là, mais ce n'est pas une compétence supplémentaire. Très bien. Bah, écoutez, Maître Chevandier, je vous remercie infiniment pour cette intervention. Je rappelle que vous animez une formation aux côtés de la Gazette des communes sur ce sujet d'une journée avec l'un de vos collaborateurs pour mettre en perspective la loi sécurité globale avec les dernières actualités, que ce soit pour les polices municipales ou pour envisager les nouveaux risques juridiques pour les municipalités. Donc, je vous invite tous à aller consulter le programme de cette formation sur notre site. Et encore une fois, Maître Chevandier, merci pour cette synthèse sur la loi sécurité globale très instructive. Et merci à tous d'y avoir participé. Merci à vous. Et puis, Bon à appétit, dans quelques bonne semaines. journée. Au revoir. Voilà, avec plaisir. Merci, au revoir.